Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S605 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 13 avril 2023. Cette émission est présentée par Nikon. Explorez la nature avec une clarté exceptionnelle grâce aux jumelles Monarch de Nikon. L'expertise Nikon pour des aventures inoubliables. Nous sommes de retour avec le journaliste Jean-Luc Dauvergne pour cette grande discussion autour de l'observation de la nature à travers des jumelles. Alors, personnellement, j'ai eu la chance à plusieurs reprises dans ma vie de pouvoir mettre mes yeux derrière de très belles jumelles et l'expérience d'observation a été tout simplement incroyable. C'est très différent finalement comme sensation que ce que l'on peut avoir à travers un très beau téléobjectif monté sur un réflexe par exemple. On voit loin évidemment, on voit très clair, on voit très net aussi. On peut donc observer minutieusement les moindres petits détails de sujets très éloignés. Et surtout, on a une sensation de profondeur et de relief qui est totalement déroutante. Alors, on va essayer de comprendre un peu pourquoi. Jean-Luc, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer simplement le fonctionnement d'une paire de jumelles? Oui, alors c'est assez simple. Le cœur d'une paire de jumelles, en fait, on ne le voit pas, c'est les prismes. On a à l'intérieur des paires de jumelles différents systèmes de prismes. Là, j'en ai ramené, on a sur la table des jumelles, un peu la forme classique avec des objectifs plus écartés que les oculaires. Ça, c'est le premier prisme qui a été inventé, on va dire, c'est le prisme de Porot. Mhm. Donc, ça fait des paires de jumelles assez encombrantes. Ça a l'avantage d'être un prisme facile à fabriquer et efficace optiquement. Et de plus en plus, on voit des paires de jumelles droites. Donc, on a un autre type de prisme. En général, c'est le prisme de Schmidt-Péchamp. Là, on ne va pas entrer dans le détail. Après, on retrouve facilement des schémas de comment ça fonctionne. En tout cas, le but, c'est de redresser l'image. Si on prend un télescope ou une lunette astro, on va avoir une image qui est inversée. Donc, le but de ce prisme est de renverser l'image. Donc l'image, elle est créée par l'objectif qui fait converger la lumière sur un plan image. Ouais, Et à la sortie, on a l'oculaire. L'oculaire, c'est simplement une loupe, en fait, qui permet de regarder comme le cette viseur d'un image. appareil photo, on est d'accord. Exactement, exactement la même chose. Donc évidemment, après, on a des systèmes optiques plus compliqués parce qu'il y a tout un tas de défauts, dévers qu'on veut corriger. Donc dans l'objectif, on a plusieurs lentilles. Dans l'oculaire, c'est la même chose, on va avoir plusieurs lentilles. Donc au final, on a un nombre de composants optiques assez élevé. Mais en gros, voilà, le principe, l'objectif forme l'image. Après, on passe dans le prisme pour redresser l'image. Et l'oculaire, c'est la petite loupe qui va permettre d'observer cette image. Et quand on va dans un magasin ou qu'on lit une fiche technique d'une paire de jumelles, qu'est-ce que ça signifie prisme en toit, du coup? Ça fait référence à quel type de prisme? C'est le prisme de Schmidt-Péchamp, en l'occurrence, qui est une réflexion, oui, sur une forme de toit, là, ça rebondit sur l'arête. Et c'est ce qui rend ce prisme difficile à fabriquer. Donc, enfin, après, on va peut-être parler en Mmh. détail de comment choisir, etc. Mais attention au prisme en toit, il n'est pas forcément compatible avec l'entrée de gamme. Et du coup, sur une paire de jumelles, on peut manuellement modifier finalement la distance qu'il y a entre les deux objectifs ou les deux oculaires. Ça, c'est juste pour pouvoir bien s'adapter à la morphologie de tous les observateurs? Exactement, et il faut y faire attention dans la mesure où il y a certaines personnes adultes qui ont des yeux assez resserrés ou même écartés, donc il faut regarder éventuellement sur la fiche technique si on est un adulte avec des yeux un peu atypiques en écartement. Et évidemment, les enfants, on peut avoir certaines jumelles qui vont pas forcément convenir aux enfants. On va Parce des que c'est fois ne trop pas grand. pouvoir assez resserrer les objectifs. Donc c'est un petit détail auquel il faut faire attention si on est dans un de ces cas spécifiques. Hmm. Il y a des mentions de dégagement oculaire aussi pour les porteurs de lunettes, par exemple, comme pour un viseur de réflexe ou... Exactement, et c'est hyper important. Il faut avoir un dégagement oculaire autant que possible de l'ordre de 18 à 20 millimètres en gros. Sinon, effectivement, si on est porteur de lunettes, ça va être embêtant. Si on n'est pas porteur de lunettes, on peut s'accommoder d'un dégagement oculaire de 15 millimètres, voire un peu moins. Mais attention, en fait, plus le dégagement oculaire va être court et plus on va balayer les oculaires avec nos cils. Et ça va les engraisser et c'est dommage. Alors, ce qui est bien avec une paire de jumelles, c'est que finalement, il y a assez peu de réglages. On a une molette, une grosse molette au centre qui permet de régler la mise au point. Et il y a aussi l'un des deux oculaires
qui est réglable. Alors pourquoi et pas les deux? Alors, c'est un réglage de dioptrie et c'est simplement lié au fait que si on est quelqu'un qui a une vision pas équilibrée entre les deux yeux, par exemple un indice de myopie ou autre qui est décalé un peu entre les deux yeux, et ben en fait, on va ajuster un oculaire pour l'amener au même réglage de mise au point que sur l'autre oculaire. Il arrive qu'il y ait un réglage sur les deux oculaires, Ok. sur certaines paires de jumelles. C'est plutôt rare, mais en général, effectivement, on a un réglage, généralement sur l'oculaire droite. C'est un peu par convention. Si on regarde sur tout le marché, il y a quelques exceptions. Des fois, c'est sur l'oculaire gauche si un fabricant a décidé de se démarquer ou de, ou de se faire l'intéressant. Mais voilà, en général, c'est sur l'oculaire droite. Après, alors attention sur le réglage de dioptrie. Souvent, on trouve une bague qui est au niveau de l'oculaire, mais il y a plein de variantes possibles. Sur des jumelles un peu plus haut de gamme, en général, le réglage se fait sur le pont central. Il y a une deuxième bague sur le pont central, devant la molette de mise au point principale ou derrière la molette de mise au point principale. Et dans certains cas, il y a un verrouillage de ce réglage de dioptrie. Donc, Oui, ça parce veut dire... qu'après, ça bouge. Enfin, on peut la faire bouger de manière intempestive, cette molette-là. Voilà. Bon, elle est Donc, dure quand même généralement, en tout cas Ben, sur l'oculaire. Ah, ça dépend des modèles. Enfin, moi, j'ai une paire de 10-25 entrée de gamme et le réglage dioptrique bouge en permanence, quoi. Ok. Mais d'ailleurs, pour le régler concrètement, on fait comment? Faut fermer un des deux yeux? Comment ça se passe? On fait les deux yeux grands ouverts? Ce que je conseille, c'est de faire la mise au point d'abord en ouvrant que l'œil gauche. Ensuite, on ouvre les deux yeux et en ajustant la dioptrie, on fait en sorte d'avoir une image la plus harmonieuse possible, la plus... Les yeux ont une petite capacité quand même de compensation si c'est légèrement mal réglé, mais il faut avoir une sensation de confort. Donc, il faut ajuster la dioptrie jusqu'à ce que ce soit net des deux côtés et confortable. Et du coup, pour nos amis myopes comme moi, est-ce que le réglage de dioptrie sur les oculaires peut être suffisamment fort pour me permettre d'observer sans lunettes? Alors, généralement, oui. Ok. Mais il faut faire attention, le fabricant donne la latitude de réglage de dioptrie. Ok. Chez certaines marques, ça va jusqu'à 2-3 dioptries, ce qui peut être insuffisant pour certaines personnes. Ouais. Alors attention, si c'est un décalage de 4 dioptries, On mais oublie. qui est le même sur les deux yeux, là, on va ajuster avec la molette de mise au point. Exact. Donc, si on a une différence de 4 dioptries entre les deux yeux, ça va pas marcher sur tous les modèles. Autant s'acheter une lunette à ce moment-là. Plus simple. Après, je pense que je pense que les gens qui ont un décalage de 4 dioptries entre les deux yeux, ça doit pas courir les rues. Ok. Alors, avec des jumelles, hein, on ne parle pas de focale. On parle de pouvoir grossissant ou éventuellement de coefficient grossissant. C'est quoi, finalement, qui donne la puissance des jumelles? Les paires de jumelles, on a une caractéristique de base, c'est type 10-50, 8-42. Enfin, voilà, Ce qu'on mentionnait en début d'émission, là où on comprenait rien. Ouais, 10-25, 8-42. Voilà, c'est vraiment le chiffre de base et il est assez simple à comprendre. Donc, c'est écrit 10 fois 42. Donc, 10 fois, par exemple, c'est le grossissement et 42, c'est le diamètre des objectifs exprimé en millimètres. Donc, le ratio des deux va nous donner une idée de la luminosité des paires de jumelles. Si on a des 42 mm, des 8 fois vont être plus lumineuses que des 10 fois. Mais ça n'a rien à voir avec la puissance, la luminosité. Alors, la puissance, la puissance, ça dépend comment on la définit, mais la puissance, en gros, c'est le grossissement, mais on a envie de grossir un minimum. Pas trop non plus, sinon on va bouger dans tous les sens. Après, il faut s'acheter un trépied, un télescope ou ce qu'on veut pour grossir plus. Mais c'est que on va dire, la formule optique de l'objectif de la lumelle qui donne le grossissement. C'est finalement la combinaison entre ça plus le côté loupe de l'oculaire. Ça, c'est une excellente question. En fait, c'est effectivement la combinaison des deux. Ok. Et en fait, si on a la paire de jumelles, les objectifs, ils ont un diamètre, ils ont une focale. Cette focale peut être plus ou moins longue et derrière, on va mettre un oculaire adapté pour obtenir le grossissement final que l'on souhaite. Ok. Et le fait d'avoir une focale plus ou moins longue, ça va avoir une incidence sur un paramètre qui est le chromatisme. C'est l'un des défauts qu'on peut avoir dans une paire de jumelles, dans n'importe quelle lunette. Dès qu'il y a de la réfraction, dès que la lumière passe à travers aberration chromatique, c'est comme en photo, c'est le même principe? Exactement. C'est les franges colorées qu'on peut voir si on regarde des sujets feuilles très contrastés des branches, de loin. Ouais. Et donc, en fait, de façon naturelle, plus la focale de l'objectif est longue et moins on va avoir de chromatisme. Ok.
Et du coup, on va avoir envie d'avoir une paire de jumelles plutôt compacte, mais si elle est compacte, ça veut dire que concrètement, la focale va être courte et on aura peut-être plus ce défaut. Donc, il y a des compromis comme ça à trouver et certaines paires de jumelles ont une qualité qui va être leur compacité, mais qui sera en contrepartie payée au prix d'un peu plus de chromatisme qu'une autre paire de jumelles qui va être plus encombrante. Et d'où l'intérêt de faire des tests quand même avec des jumelles, hein, parce que même si on n'est pas dans l'univers photo avec des téléobjectifs, des capteurs... Et puis ça reste comme sur un objectif photo. Ce que je viens de raconter, c'est vrai, mais c'est pas une règle absolue. Ces défauts-là vont être dépendants des types de verres utilisés. C'est la popote, quand même. On peut avoir des constructeurs, quoi. Voilà, on peut avoir de la fluorine comme dans certains objectifs photo très haut de gamme, mais dans ce cas, le défaut va être corrigé assez bien, même avec une courte focale. Il y a une notion qu'on retrouve sur toutes les fiches techniques de jumelles, c'est celle de champ angulaire réel et de champ angulaire apparent. De quoi on parle là? Alors, le champ apparent, c'est l'angle, la perception de largeur qu'on va avoir dans l'oculaire. La focale? Non, c'est vraiment la largeur de l'image, en fait. Taille, dans l'oculaire? Voilà, la taille apparente de l'image. Okay. Peu importe le grossissement, peu importe tout le reste. C'est l'angle de champ, en fait. Voilà. Et le champ réel, ça va être, en général, c'est donné en mètres à 1000 mètres. Donc, si par exemple, on me dit 115 mètres à 1000 mètres, ça veut dire qu'avec cette paire de jumelles, quand je verrai une scène qui est à 1 km, j'aurai un champ d'une largeur de 115 mètres. Okay. Et ça c'est un paramètre très important et c'est le gros de la guerre actuelle entre les fabricants. Alors, peut-être juste avant qu'on parle de ce fameux Tragedy Effect de la mort qui tue qu'on a dans les jumelles, on revient juste sur la notion de luminosité, hein, parce que finalement, dans une paire de jumelles, il n'y a pas de diaphragme, hein, c'est toujours pleine ouverture. Donc, c'est donc le diamètre de la pupille d'entrée de l'objectif qui rend compte de la luminosité de la jumelle. Alors voilà, alors tu dis qu'il n'y a pas de diaphragme, j'apporterais presque une nuance. Il y a un diaphragme, c'est notre pupille à nous. Ok. C'est-à-dire, alors, une notion importante sur la paire de jumelles, fondamentale, c'est celle de pupille de sortie. La pupille de sortie, en gros, on a un cône de lumière qui sort de la paire de jumelles, il a une certaine largeur. Ouais. Cette pupille de sortie, c'est ultra facile à calculer, c'est le diamètre divisé par le grossissement. Donc, je prends des 10-42, ça fait 4,2 mm. Très simple. Ok. Si derrière ça, moi, je mets mon œil en plein jour, qui va être diaphragmé peut-être à 3 mm, je vais pas pouvoir capter tous ces 4,2 mm. On est d'accord. Donc, dans ce cas-là, la pupille de mon œil devient le diaphragme. La pupille de l'entrée. Okay. Donc, on aura l'équivalent d'une paire de jumelles plus petite. Et cette pupille de sortie est évidemment très intéressante dès qu'il s'agit d'aller observer dans des conditions de basse lumière. Ouais. Donc, en ce qui me concerne, pour ma thématique principale en astronomie, c'est vraiment la notion fondamentale. De base. Ouais. La nuit, notre œil va se diaphragmer jusqu'à 5 à 7 mm selon les personnes et selon l'âge. Plus on vieillit, malheureusement, et plus les muscles... Plus on est F16. Voilà, exactement. Donc, on tend vers une pupille d'une pupille réelle de 5 à 4 mm passé un certain âge. Quand on est jeune, on peut avoir 7 à 8 mm. Donc, si on veut vraiment un système optimisé, on va chercher à avoir une paire de jumelles qui a une pupille de sortie de l'ordre de 6 à 7 mm quand on est jeune. Et passé un certain âge, on va peut-être plutôt viser vers des paires de jumelles qui ont 5 mm. Ce qui est important dans ce que je viens de dire, c'est que si on est pour une utilisation uniquement en plein jour, à la limite, prendre des 10-42, ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, notre œil ne sera jamais diaphragmé à 4,2 mm en plein jour. Ok. Bon, et maintenant, le nerf de la guerre. Quand on regarde dans une paire de jumelles, on a un effet 3D absolument waouh. Déjà, comment ça se fait qu'on a cet effet-là? Et surtout, pourquoi c'est si différent finalement de quand on regarde à travers un réflexe, même avec un super beau 400 mm de 8? Alors là, c'est vraiment la magie de la vision binoculaire. Il y a un truc fascinant en fait qu'on peut faire notamment en astronomie. En astronomie, en général, un télescope, ça coûte un peu cher. En mettre deux identiques côte à côte, fusionner les images, c'est un peu compliqué. Donc, il y a une astuce en astronomie, c'est de prendre ce qu'on appelle une tête binoculaire. À la sortie du télescope, au lieu de mettre un oculaire, on peut avoir un dispositif avec des prismes pour mettre 2 oculaires. Ok. Et on se rend compte en faisant ça que quand on regarde une cible donnée, à un grossissement moindre de celui qu'on utiliserait d'habitude, on va avoir plus de détails. En fait, notre cerveau est vraiment formaté pour fonctionner avec 2 yeux.
Et donc, on a une qualité d'observation, une richesse d'image quand on observe avec 2 yeux qui est incomparable à celle qu'on aurait avec un seul œil quand on est derrière notre Chaque objectif. œil a sa propre image. Pauvre de nous, Voilà. photographes, hein, on est condamnés toute une partie de notre vie Et alors, à n'observer qu'avec un œil. le plus fascinant, c'est que, effectivement, il y a cette notion de relief qui est très importante. Et en astronomie, quand on fait ça, quand on met une tête binoculaire, on n'a qu'un seul objectif. On ne peut pas voir en relief. De toute façon, on regarde des trucs qui sont à des milliards de kilomètres, si ce n'est à des années-lumière. Si on regarde Saturne avec une tête binoculaire, on la voit en 3D. Et c'est notre cerveau qui invente. recrée Parce qu'en fait, ouais. il sait que Saturne, c'est une planète, que c'est rond, il y a l'anneau Ok, qui est autour. c'est culturel, quoi. Et on a cette sensation de 3D qui est vraiment prégnante. On l'a aussi sur certains amas d'étoiles qui ont des formes un peu de boules et tout. On sait que c'est des... Ouais, globalement, l'amas a une forme un peu de sphérique. Et on a cette sensation de 3D qui est vraiment frappante. Et donc, dans la paire de jumelles, là, pour le coup, on a de la vraie 3D. Et cette 3D, on peut la voir accentuée par rapport à nos yeux, en particulier quand on utilise des jumelles avec le prisme de Porot que j'évoquais au départ, là, Ouais. les jumelles un peu à papa, là, qui ont les objectifs plus écartés, parce que tout simplement, on va avoir un écartement des objectifs qui va être encore plus important que l'écartement naturel de nos Donc yeux. l'effet stéréoscopique est amplifié, en fait, quoi. Voilà, et donc la paire de jumelles à papa qu'on aime de moins en moins, que les fabricants aiment de moins en Finalement, moins, elle est pas parce si mal que ça, quoi. c'est plus encombrant. La forme, elle est peu incitative, quoi. Ouais, C'est-à-dire moi, que je t'as trouve pas ça envie de mettre stylé, ça avec toi. C'est stylé, mais c'est pas forcément compact, quoi. Donc Voilà, c'est pas compact, mais en tout cas, il faut avoir en tête que cette paire de jumelles a une qualité que l'autre n'a pas, et c'est celle-ci. Ouais. Ok. Bon, de nombreux constructeurs proposent des jumelles et certains d'entre eux ne nous sont pas inconnus. Nikon, Canon, Pentax, Zeiss, Leica et même Fujifilm, pour ne citer que. Pour certains d'entre eux, les jumelles ont d'ailleurs même été le premier type de produit qu'ils ont réalisé. On vous propose d'écouter Hicham Bououlaoum, chef produit chez Nikon France, nous parler de la gamme Sport Optics de Nikon. Vous allez entendre, il n'y a qu'un pont entre les jumelles et les optiques Nikkor. Et la première chose, c'est justement qu'au niveau historique, eh bien, le premier produit manufacturé de Nikon était une paire de jumelles. C'était en 1917. On est connu pour nos appareils photo et pour nos objectifs photo, mais il faut savoir qu'on a effectivement commencé avec ces jumelles-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'on se différencie aussi un petit peu, nous-mêmes, on se considère comme étant opticien et non pas électronicien. Et justement, ce travail du verre, ce travail optique, eh bien, c'est vraiment un domaine d'expertise. Alors, c'est la grande force de la marque, c'est que justement, on est capable de pouvoir dupliquer certaines technologies de nos objectifs photo, de nos appareils photo, auprès des jumelles. On a par exemple les lentilles ED, Extra Low Dispersion, donc ce sont des lentilles qu'on utilise déjà dans nos objectifs photo et qu'on va retrouver sur les jumelles plus haut de gamme, comme la gamme Monarch M5 ou Monarch M7 ou encore Monarch HG. Donc, c'est un verre qui va permettre d'éliminer toutes les aberrations chromatiques. Il va y avoir aussi les traitements, par exemple, multicouches, qui vont permettre à la lumière à plus de lumière de rentrer et de rendre les jumelles plus lumineuses. Donc, il y a vraiment tout ce qui peut être fait, cette collaboration entre nos produits optiques photo et nos produits jumelles qui est sans cesse réalisée. Alors, la grande force de la marque, justement, c'est qu'on est capable de proposer une très grande étendue au niveau de la gamme Sport Optics, qu'on appelle Sport Optics chez nous pour les jumelles. Ça va aller de jumelles très débutants ou pour des observateurs occasionnels à des jumelles beaucoup plus professionnalisées, beaucoup plus pour les ornithologues ou pour des besoins très spécifiques. Donc ça va aller de la gamme, par exemple, Sportstar, donc c'est des petites jumelles 8x25 ou 10x25, très compactes, qui se plient et qui tiennent dans la poche ou dans une boîte à gants et qui peuvent servir d'observation occasionnelle, jusqu'à de la Monarch HG, donc le très haut de gamme de la marque Nikon, et qui va vraiment être faite pour les ornithologues, pour les personnes qui ont besoin vraiment d'avoir une grande fidélité des couleurs, une superbe qualité d'image. Là, il y a une petite année, les Monarch, la gamme Monarch, parce que c'est vraiment une gamme
qui est plus sur le haut de gamme, donc vraiment dédié à ce qu'on appelle l'observation longue. Et les Monarch M7 sont idéales pour ça. Elles ont une luminosité extrêmement accrue, plus accrue que ce qu'on peut trouver sur d'autres types de jumelles. Elles ont également les verres ED, donc ces verres ED, c'est l'apanage justement de la gamme Monarch, d'un traitement oléophobe et hydrophobe qui va permettre de les nettoyer beaucoup plus facilement. Et on est justement sur des jumelles robustes qui vont être utilisées par tout temps, hein. Elles sont étanches, anti-buée. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les garantit 10 ans, ces jumelles. En plus, comme je le disais, vraiment d'une qualité d'image qui n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait trouver ailleurs. On a vraiment la sensation d'être à côté de l'objet qu'on observe. C'est assez incroyable. Une impression de 3D qui est offerte par cette optique. Euh, Jean-Luc, j'ai lu que les jumelles ont été inventées en 1608 par un certain Hans Lippershey. Est-ce que c'est exact? Ouais, c'est incroyable parce qu'en fait, c'est l'année d'invention de la lunette, donc en Hollande, effectivement, par Hans Lippershey. Et en fait, on croit souvent que la lunette, c'est Galilée qui l'a inventée. C'est un peu Moi la aussi, légende. j'en étais persuadé. Ouais, c'est un peu la légende urbaine. En fait, Galilée, c'est très rapide, hein, c'est 1609. Donc, un an après, Galilée pointe la lunette vers le ciel. C'est pour ça qu'il est connu pour ça. Il est le premier à avoir eu l'idée d'en faire un usage scientifique plutôt que militaire. Alors que l'invention, au départ, évidemment, était plutôt à des fins militaires. Et l'idée est là immédiatement. Alors après, faire une paire de jumelles, c'est compliqué. Il faut arriver à faire deux objectifs exactement de la même focale, les mêmes oculaires, et aligner tout ça. Donc à l'époque, c'était pas vraiment possible. Et finalement, il y a plein de personnes qui vont avoir des idées, qui vont faire des tentatives sans que ça aboutisse vraiment à des choses probantes. Et c'est plus tard, en fait, dans le XVIIe siècle, que la paire de jumelles va vraiment se développer. Mais les premiers usages, c'est vraiment militaire. On a notamment des gravures de Louis XIV avec la prise de Valenciennes, où il a des paires de jumelles énormes, hein, qui font peut-être 1 mètre de long. Enfin, à l'époque, il y avait même des paires de jumelles qui faisaient 4 mètres de long. Enfin, ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait aujourd'hui. Le champ était minuscule. Donc, c'était vraiment quelque chose de très différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Le développement des paires de jumelles telles qu'on connaît aujourd'hui, c'est beaucoup plus tard, en fait, hein. C'est quasiment 19e siècle et encore plus fortement la guerre de 14-18, encore de la guerre, hélas. C'est souvent là qu'on a des progrès techniques et technologiques. Et le développement des paires de jumelles, des premières paires de jumelles viables, c'est vraiment en France avec le chérubin d'Orléans. C'est lui qui a construit les premières paires de jumelles vraiment utilisées de façon concrète, notamment par Louis XIV. Ok. Alors, on l'a entendu hein, dans le témoignage d'Hicham, hein, quand on l'écoute parler un peu des jumelles. Alors, les Monarch, en l'occurrence, là, chez Nikon, on a presque l'impression qu'il parle d'une optique photo Nikkor. On l'a déjà un petit peu évoqué depuis le début de cette discussion. Les jumelles, c'est des produits de haute technologie. Exactement, oui, on peut saluer Hicham au passage, hein, qui fait un très bon travail de représentation de tout ce qui est jumelles, etc. chez Nikon. Là, j'avais beaucoup échangé avec lui quand on avait fait le livre et depuis. Effectivement, en fait, on évoquait là ces différents prismes, le prisme de Porot, le prisme de Schmidt-Péchamp, et c'est vraiment au niveau du prisme de Schmidt-Péchamp qu'il se passe plein de choses bizarres que l'on ne souhaite pas. L'une des premières choses là qui est assez simple à comprendre, c'est qu'il y a des réflexions à l'intérieur du prisme sur différentes phases du prisme, et il y a un moment, une phase en particulier sur laquelle la réflexion n'est pas totale. Et donc ça, c'est embêtant, évidemment. Nous, on a envie de transmettre le plus de lumière possible. Et la façon de corriger ça, c'est d'aller mettre des traitements optiques sur la face externe du prisme. Alors, ça peut être un traitement métallique simplement, mais en fait, si on veut vraiment que la transmission soit très bonne, il faut que ce soit un traitement avec plusieurs couches faites sous vide de différents minéraux, de différents composés. Et ça, c'est un process qui peut être vraiment très lourd. Et alors, la deuxième chose, alors là, elle est plus difficile à comprendre, mais il y a un moment où il y a justement sur l'arête du toit une double réflexion qui se fait, et à l'arrivée, on va avoir une interférence optique qui va dégrader la qualité d'image. Et c'est là où ça devient très compliqué. Il faut que la paire ce prisme soit taillé avec un angle extrêmement précis, qui est de l'ordre de quelques secondes d'arc. C'est extrêmement précis. Et si on veut corriger ce défaut d'interférence, là aussi, il faut aller mettre des traitements optiques spécifiques.
Et pour donner un ordre d'idée, le maximum que j'ai vu, c'est chez Zeiss, ils vont jusqu'à 72 couches de traitement optique. Ça prend un certain temps, évidemment. Donc, entre la finesse d'usinage du prisme, la précision de l'angle, les faces bien polies, etc., et après tous ces dépôts de couches, on comprend que ça prend du temps, que ça coûte de l'argent, et c'est ce qui va différencier. C'est pas la seule chose, mais ça va être une grosse différence. Gamme de voilà, quelque chose exactement. d'haut de gamme. Okay. En entrée de gamme, on n'aura pas cette précision d'usinage des prismes. On aura beaucoup moins de traitement optique. Là où il faut plein de couches pour corriger ce défaut de phase, un fabricant d'entrée de gamme va juste mettre une couche métallique, ce qui va corriger un peu le défaut, mais pas totalement. Donc, on n'aura pas la même finesse d'image, etc., etc. Et donc, il faut être vigilant à tous ces termes, ce jargon qui fait écho à ce qu'on connaît en photo, finalement, les verres ED, les traitements multicouches. Il parlait aussi de traitement hydrophobe. Ça, c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle toi, tu es sensible, par exemple, quand tu choisis tes jumelles? Oui, bien sûr, et c'est l'une des innovations plutôt récentes, on va dire, dans l'histoire des jumelles, c'est d'aller mettre effectivement des traitements hydrophobes qui font que si on a de la buée, elle va avoir du mal à adhérer, que si ça se salit, les salissures, pareil, vont moins s'accrocher au verre. Donc ça, c'est le traitement hydrophobe, il est intéressant parce qu'il a tendance à quand même définir un certain niveau de gamme. Donc, quand on commence à avoir ce traitement hydrophobe, en général, on est déjà dans une certaine famille de paires de jumelles en termes de gamme et c'est déjà un bon marqueur. Après, attention, l'un des jeux des fabricants, c'est dire « Ah, on a des prismes en BK4, en ceci, en cela ». C'est souvent du grand n'importe quoi dans la mesure le bullshit marketing. Exactement, parce que souvent, déjà, c'est des verres chinois. Le BK4, c'est un verre de Schott. Donc, Schott, c'est la même fondation que Zeiss. C'est allemand. Ça n'a rien à voir avec ce qui est chinois. Et ensuite, ce qui est important, c'est quelque chose qu'on explique assez bien dans le livre. D'avoir du BK4 ou du BK7, c'est pas ça qui détermine la qualité d'une paire de jumelles. On fait passer le BK4 pour un truc supérieur, mais en fait, ça dépend de beaucoup d'autres choses. Tout est plus compliqué. Après, oui, le verre ED, c'est intéressant, mais là, pareil, attention, il existe différents types de verres ED. C'est souvent des verres japonais de chez Ohara, mais ils ont différents types de verres ED au catalogue. D'où l'intérêt des tests. On renvoie à nouveau vers les tests que toi, tu as fait en nombre Jean-Luc dans ton s'y guide. connaît un petit peu. Ouais. Non, mais moi, après... je ne percevais pas la pertinence des tests sur mire en ce qui concerne les jumelles. Et tout ce que tu dis là, finalement, est très éclairant à ce titre. C'est ça. Après, voilà, au final, on va avoir plus ou moins de chromatisme. Ça va dépendre du type de verre employé. Sur les paires de jumelles, l'une des guerres, quand même, c'est la qualité d'image en bord de champ. Là, je tiens à souligner c'est ça, tu me parlais, quand on a préparé cette émission, que Nikon avait réussi une espèce de tour de force, finalement, avec les Monarch AG, qui avaient un système d'aplanisseur de champ à un prix relativement abordable. Ouais, la Monarch AG, c'est un modèle de paire de jumelles qui, dans son niveau de gamme en termes de prix, il est tout seul. Vraiment, tout seul. C'est-à-dire, c'est quel prix à peu près? On est autour de 1 000 €. Après, il y a eu tellement de variations de prix ces derniers temps. Oui, c'est quand même un petit budget. Allez vérifier, ça a peut-être évolué, mais je crois qu'on est autour de 1 000 €. C'est un petit budget, mais en fait, pour resituer le budget, les paires de jumelles qui contiennent des aplanisseurs aujourd'hui, c'est principalement Zeiss et Swarovski. Donc, sur la Victory SF chez Zeiss, sur les Swarovski. Les Swarovski EL et les Pure NL, donc chez Swarovski. Et ça, c'est des paires de jumelles qui sont largement au-dessus de 2 000 €. Okay. Donc, on a un trou béant là, dans les gammes entre la proposition de Nikon et la proposition de Zeiss et Swarovski. Ça ne veut pas dire que les Nikon sont au niveau de qualité de Zeiss et de Swarovski. Il y a des justifications pour que Zeiss et Swarovski soient plus hauts en termes de prix, mais c'est si on a 1 000 € à mettre, si on rêve d'avoir les qualités des Zeiss et des Swarovski, qu'on n'a pas ces 2 000 à 3 000 € à mettre, la proposition de Nikon est excellente. Vraiment, c'est un super beau produit et c'est vraiment le phare de la gamme Monarch. Après, dans la gamme Monarch, on a des produits qui sont
qui sont intéressants, mais qui ont des concurrents. Donc là, on peut, on peut mettre d'autres produits en face, discuter, etc. Mais la AG, sans hésitation. Bon, on va rentrer maintenant dans la partie choix de produits. Alors maintenant qu'on a bien compris comment fonctionnait une paire des jumelles, on va essayer de guider nos auditeurs qui souhaiteraient franchir le cap et s'offrir une belle paire de jumelles pour observer la nature. Donc, Jean-Luc, rappelle-nous les critères importants à prendre en compte quand on veut choisir une paire de jumelles. Grossissement, luminosité, ça c'est le number one. Voilà, donc le diamètre des objectifs et le grossissement. Alors, le grossissement, c'est un choix qui n'est pas facile à faire. Essentiellement, le marché, c'est des 8 fois et des 10 fois. Et alors là, choisir entre 8 fois et 10 fois, je vous conseille quand même de pousser la porte d'une boutique ou d'aller dans un salon. Même dans les salons de la photo, souvent, on trouve des jumelles sur le stand de Canon ou de Nikon. Et regardez, en fait, parce que 8 fois ou 10 fois, ça va dépendre de chacun, de la stabilité de chacun. Si on a des tendances à trembler, 10 fois, ce sera peut-être un peu trop. Après, il y a Il y a même des 12 fois, hein, parfois, ça va même Oui. encore au-delà. Ça va jusqu'à 12 fois et même au-delà. Il y a notamment chez Leica, moi j'aime beaucoup les duos vides. C'est des 10, 15 fois 50. C'est-à-dire qu'on peut tourner un mécanisme sur les oculaires. On passe de 10 fois à 15 fois. Multiplicateur de focale intégré, comme sur un 200-400. Ouais. Alors elles sont un peu lourdes et tout, mais ça peut être utile. Dans ce cas, pourquoi pas, on met la paire de jumelles sur un pied photo, on passe à 15 Oui, fois. parce que là, t'es pas assez stable quand tu fais x50 comme ça. Eh ben, ça doit trembler de partout. Justement, on trouve des modèles avec des stabilisations optiques. Ça vaut quoi, ça? C'est bien ou pas? Ouais, là, je dois confesser que j'ai des jumelles stabilisées. Il y en a chez Nikon d'ailleurs. Alors, elles sont un peu cachées dans la gamme, elles sont pas très mises en avant. Qui sont des jumelles, je crois, développées en partenariat avec Fujinon. C'est un peu la même base à l'intérieur. Donc, il y a Nikon, Fujinon. Après, c'est surtout Canon sur ce segment qui est quand même petit. Hein. Les jumelles stabilisées, ça coûte évidemment un peu plus cher. Et depuis peu, il y a Kite et on voit de plus en plus de marques. Alors là, j'ai pas en tête, mais sur des fabrications chinoises, visiblement, les Chinois font du stabilisé maintenant. La stabilisation, moi, j'y suis vraiment très favorable, mais il faut savoir que si on prend des jumelles stabilisées, évidemment, on perd du champ, parce que le but de la stabilisation, c'est quand même d'essayer de grossir un peu plus. Celle que j'utilise, par exemple, c'est des 12-32, donc le champ va être plus petit que dans des 8-42, par exemple. Et on va perdre en luminosité, évidemment. Il y a le mécanisme de stabilisation qui est là. Et typiquement, les bonnes jumelles stabilisées vont avoir une transmission de lumière de 80%. Donc, si on cherche de la luminosité à tout prix pour observer au crépuscule ou observer la nuit, c'est pas forcément idéal. Quoique, ces jumelles-là, quand je les utilise en astronomie, le fait de grossir plus, malgré tout, on observe quand même souvent des choses pas très grosses. Et donc, le fait de monter à 12 fois et d'avoir une image stabilisée quand même, ça permet de mieux voir. Et donc, moi, je les utilise beaucoup. Après, c'est une activation, c'est actif. C'est toi qui décides d'activer la stab ou elle est là par défaut. Comment ça marche concrètement sur tes jumelles? Alors, sur celle que j'utilise, c'est un bouton et tant qu'on appuie dessus, c'est stabilisé. Sur d'autres jumelles, c'est un poussoir et ça va rester activé jusqu'à ce qu'on mette sur off volontairement. Il y a plusieurs variantes qui existent. Et le fabricant, il donne un indice de stab. Par exemple, en photo, on parle de 2 IL, 3 IL. On gagne des indices de luminosité en activant la stab. Est-ce que c'est une info qu'on peut trouver ça dans les specs des jumelles? Le fabricant va donner une amplitude en fait de compensation qui va être en degrés typiquement. Ça peut être alors si on est à terre, franchement, on peut dire juste ça stabilise bien quoi. Ouais, d'accord. L'image parce que justement l'intérêt, j'allais y venir, ça peut être depuis un bateau où ça tremble beaucoup, exactement, etc. Ou même depuis un véhicule, hein, l'air de rien. On imagine, ça peut arriver, on est dans la nature, en Afrique ou ailleurs, il y a quelqu'un qui conduit, l'autre qui regarde, est-ce qu'il n'y a pas un lion, un moteur qui tourne encore sur une Jeep. Voilà, exactement. Et donc là, la stabilisation, évidemment. Mais globalement, sur tous les modèles du marché, les stabilisations sont quand même très efficaces. Après, ça va être plus ou moins, mais franchement, globalement, les produits de ce point de vue-là sont bons. Après, ce sont des paires de jumelles plus fragiles, moins étanches, plus lourdes, moins lumineuses. Il faut mettre des piles. Donc, exactement. Donc, c'est un usage quand même qui est spécifique. Et, personnellement, j'ai des jumelles stabilisées, mais évidemment, je n'ai pas que ça. Ouais, d'accord. Bon. Alors, même si tu vas nous aider à le faire, on va se faire aider pour faire un peu le tri dans
l'univers si vaste des jumelles qui sont disponibles sur le marché. On va appeler Bruno Fouillat de la boutique ipln.fr, boutique qui vient tout juste d'ouvrir un rayon dédié à l'observation. On l'appelle. Oui, allô? Bonjour Bruno, c'est Arthur du podcast Faut pas pousser les ISO, comment ça va? Bien et vous? Eh ben ça va très bien, je suis avec Benjamin Favier et Jean-Luc Dauvergne pour cette grande émission sur l'observation de la nature à travers des jumelles et on t'appelle pour que tu nous donnes un peu des conseils. Alors on va imaginer trois scénarios de budget pour de l'observation, peut-être même pour des photographes qui veulent faire de l'observation. Qu'est-ce que tu aurais à nous recommander en termes de jumelles avec un budget autour des 200 €, avec un budget autour des 500 € et avec un budget autour des 1000 €? Oui, alors pour ce type d'observation, surtout sur un budget de 200 €, ça serait mieux de partir sur une petite Nikon, hein. Là, ils sont très, très bien placés à ce niveau-là, au niveau optique. Donc on a des produits au niveau des ProStaff en 10-42 qui va très, très bien pour avoir du détail. En ProStaff Ouais, P3 ou P7, on reste dans cette gamme de prix-là, en entrée de gamme. ok. Tu valides, Jean-Luc? Alors moi, dans ce que j'ai testé récemment, j'ai été très étonné par Solognac, c'est la marque optique de Decathlon. Et ils ont plusieurs D'accord. séries, il y a la série 900, et en fait, on voit qu'ils font du volume. Ça doit être 230 ou 240 €, et ils tuent le game dans cette gamme de Oh, prix, c'est quoi. marrant, moi je me serais pas dit qu'on pouvait C'est... acheter des paires de jumelles chez Decathlon pour le Bah, en coup. fait, franchement, ils étaient très mauvais il y a quelques années, leur gamme Oui, ils optique. étaient très On mauvais. l'a même pas Ouais. évoqué dans le livre tellement ça faisait de la peine. Ouais. On a eu pitié d'eux. Et là, ils ont tout renouvelé. Alors attention, ils ont plusieurs séries, hein. Et franchement, enfin là, on est sur un produit qui est tellement bas en prix. Ils ont 2 niveaux de gamme en dessous. N'y allez Ouais. pas, quoi. Enfin, ça va, là, Ok. faut mettre le minimum syndical. Mais en tout cas, en gros, ils ont à ce tarif-là, ils ont l'équivalent de ce qu'on va trouver ailleurs, entre 300 et 400 €, quoi. On voit D'accord. qu'ils gagnent sur le volume, quoi. Bruno, avec un budget un peu plus conséquent, autour des 500 €, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Alors autour des 500 €, bah, c'est pareil, on a soit la M5 de chez Nikon ou soit la Kite, hein. On est sur la Kite Petrel qui est une très, très bonne paire de jumelles et qui a fait ses preuves à ce niveau-là. Alors, dans ces gammes de prix, moi, ce que j'adore pousser, c'est Meopta. On en parlait avant d'enregistrer Constructeur l'émission. de République tchèque. Voilà, en fait, moi, ce que j'aime bien dire aux gens, là, on parlait de Solognac, on est sur de Made in China, évidemment. Moi, j'aime bien pousser les gens, si possible, à acheter des produits fabriqués au Japon. Ça va être le cas, notamment sur C'est ça. Kite. Ça va être le cas sur beaucoup de produits Nikon, pas tous, mais il y en a beaucoup Pas qui sont tous, issus oui. du Japon. Et pourquoi pas revenir en Europe aussi. Mhm. La Tchéquie fait partie de la France, mais Opta, les gens qui aiment la photo, en tout cas les moins jeunes d'entre nous, connaissent Meopta. Ils ont utilisé des C'est agrandisseurs une petite Meopta. On Madeleine. a vu passer dans quelques livres d'histoire de la photo. Ouais. Voilà. Comme ingénieux, c'est des noms qui reviennent. Et donc Meopta a un beau département sport optique et ils ont plusieurs gammes qu'on va trouver dans ces gammes de prix. Ok. Bruno, si on monte un peu dans les tours et qu'on a un très beau budget de 1000 € pour s'offrir une paire de jumelles, on partirait sur quoi? Alors une petite ultra vide, j'ai une petite Trinovide de chez Leica qui marche très très bien en 10-42, pareil. Ouais. On a un produit qui est pareil, qui a fait ses preuves. Ou alors directement chez Swarovski, ou alors en tombant sur le diamètre d'entrée, on sera plus sur une 10-30 ou 8-30 en modèle compagnon. Et là, on a tout le savoir-faire de Swarovski au niveau de la fabrication de la jumelle et la fabrication, pareil, de l'optique. Ou alors il y a les monarques HG dont HG. on Il y a a les parlé monarques HG aussi, ouais, plus tôt. exactement. Alors il y a un peu une astuce qui peut être intéressante dans cette gamme de prix, un petit peu au-dessus. Mais chez Swarovski, il y avait plusieurs gammes avant. Il y avait la SLC et la Il y a EL. SLC qu'ils ont arrêté. Alors, ils ont arrêté la SLC, mais elle est toujours présente sur le marché. Elle est cachée. Elle est chez Cales. C'est ça, exactement. Swarovski n'aime pas le dire, mais en fait, Ouais. le Cales, c'est une marque autrichienne qui est du côté de Vienne. Et le fondateur de Cales n'avait pas d'héritier.
Donc à la fin, quand il est décédé, c'est revenu dans le giron de Swarovski. Donc il y a beaucoup de partenariats entre Calais et Swarovski. Et donc on retrouve la SLC estampillée Elia. Mais on est un peu au-dessus de 2000 euros. On doit être autour de 1400 euros, je dirais, de C'est mémoire. ça, tout à Mais en fait. tout cas, ça peut permettre de mettre un pied, un peu comme avec les Leica, effectivement, de mettre un pied dans du haut de gamme. Leica, on est aussi sur du Made in Europe. Tant qu'on parle des grandes marques, on peut souligner que chez Zeiss, si on tape dans l'entrée de gamme, on n'est pas sur du Made in Europe du tout. Non, c'est ça, On a exactement. les gammes Terra, c'est à éviter absolument. J'aime Exactement. beaucoup de Zeiss. Il y a des magnifiques produits chez Tu veux Zeiss. dire qu'on paye la marque un peu comme si parfois Ouais, le ça cas, vaut une Terra, ça vaut autour de 400 euros. Ouais. Et franchement, Ça les vaut pas. on parlait des Ouais. Solonia, qu'elles font mieux, quoi. Bon, en tout cas, comme tu l'as évoqué, l'une des meilleures idées qu'on peut avoir quand on veut s'offrir une paire de jumelles, c'est d'aller les essayer. Et Bruno, du coup, Tout à si fait. j'ai bien compris, vous avez un rayon dédié où on peut prendre en main et tester les jumelles dans la boutique à Lyon. Exactement, tout à fait. On peut essayer donc toutes les gammes de jumelles, des petits diamètres jusqu'au gros diamètre, en passant même par tout ce qui est longue vue. Donc on est quand même bien achalandé de ce côté-là. Oui. Eh ben, c'est parfait. Merci beaucoup, Bruno. Si vous êtes dans le coin de Lyon, passez chez IPLN pour tester les jumelles. Je te dis à très bientôt, Bruno. Merci beaucoup. Je vous remercie, messieurs. Passez une bonne journée également. Au Merci, revoir. au revoir. Ok, on y voit un petit peu plus clair. Dernière question, Jean-Luc. Le Saint Graal des jumelles, c'est quoi? Ah, c'est une bonne question. Ouais. Sans surprise, on va aller vers le très haut de gamme si on est sur le Saint Graal des jumelles. Là, c'est la bataille. Alors, il y a trois philosophies dans cette bataille entre Leica, Zeiss et Swarovski. Leica a misé sur des jumelles plutôt compactes. Donc, on a la Noctivid. Oh la Nocti, ça sent la luminosité à plein nez, ça. C'est ça, ouais. Ils ont misé vraiment sur une transmission élevée, etc. Alors, dans les trois grandes marques, honnêtement, c'est pas ma préférée. Disons que si on veut aller si on veut du Leica, si on veut aller sur cette philosophie-là, je conseille de prendre plutôt les 8-42 que les 10-42. Du fait qu'elles soient compactes, c'est un peu ce qu'on a évoqué en début d'émission, elles ont un petit peu plus de chromatisme que les autres. Au contraire, les Zeiss, les Victory SF, elles vont être beaucoup plus grosses. Alors, les Victory SF, en fait, elles sont venues chatouiller Swarovski. Pendant un moment, Swarovski était le seul à avoir un aplanisseur, celui qu'on évoquait là dans les fameuses monarques HG. Donc, d'avoir des images... on n'a pas bien expliqué d'ailleurs ce point, on peut peut-être le détailler. En fait, là, quand on a un objectif de lunettes astronomiques ou de jumelles, on va avoir ce qu'on appelle de la courbure de champ. L'image, au lieu de se former dans un plan, ça va se former sur une sphère. Et donc, la mise au point au centre et au bord n'est pas la même. Donc, pour corriger ça, il faut mettre un aplanisseur de champ. Et donc, on trouve ça que dans très, très peu de paires de jumelles. Okay. Les Monarch HG, les Victory SF et le haut de gamme de Swarovski actuel. Donc, Zeiss a challengé un peu les Swarovski EL en sortant la Victory SF. Qui a tendance à faire aussi bien, voire légèrement mieux. Et depuis, Swarovski, évidemment, a répondu. La réponse de Swarovski, c'est la NL Pure. Donc aujourd'hui, en 10-42, moi, si je dois en choisir une, c'est la NL Pure de Swarovski. Entre-temps, il y a eu la bataille dans le diamètre inférieur, 32 mm. Donc Zeiss a sorti sa 32 mm un peu après, pendant que Swarovski travaillait sur sa NL Pure. Et en fait, en 8-32 ou en 10-32, j'irais plus vers les Zeiss qui ont un tout petit peu plus de champ. Les NL Pure de Swarovski, on doit être à 150 ou 155 mètres à 1000 mètres. Il n'y a vraiment pas d'équivalent. Ils ont amélioré l'ergonomie, etc. Enfin, pour moi, c'est une grande réussite. Et toutes ces marques-là jouent à armes égales en termes de SAV ? En cas de souci ou sur la durée, est-ce que par exemple on se dit je vais m'offrir une paire de jumelles à 1000 balles pour ma vie, toute ma vie, est-ce que je peux être assuré d'avoir une garantie longtemps? Alors la durabilité va être variable déjà selon les marques. Swarovski s'est fait un peu piéger Swarovski, c'est toujours une entreprise familiale, hein, et il y a vraiment une logique de durabilité à tous les sens du terme, quoi, de durabilité dans la performance de l'entreprise par rapport aux générations suivantes, de durabilité par rapport à l'environnement, etc., etc. À un moment, ils se sont donnés pour impératif de ne plus avoir de produits chimiques dans les gainages des paires de jumelles. Bonne chance. Ça s'est plutôt mal passé. Et donc, ils ont eu des problèmes de SAV sur les gainages des paires de jumelles. Il me semble que depuis, le défaut a été corrigé, mais il y a eu des générations de jumelles qui avaient
ce problème-là. Donc, on va trouver des choses comme ça, variables selon les paires de jumelles. Je crois que Zeiss aussi a eu quelques problèmes avec les gainages des paires de jumelles. L'efficacité du SAV, il me semble que celui de Swarovski est relativement efficace. Zeiss, honnêtement, je ne sais pas où on en est, parce que la marque était représentée en France pendant très longtemps par Rivolier, qui est un armurier. Rivolier a perdu l'importation de Zeiss, et maintenant il y a une entité Zeiss France. Peut-être qu'on a gagné en efficacité dans le SAV à ce moment-là. Je ne sais pas, Mais parce que ça, c'est un mouvement très récent. acheter des jumelles d'occasion, c'est raisonnable ou pas? Ah oui, 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 bien sûr. Après, évidemment, sur n'importe quelle optique, je conseille autant que possible de les avoir en main. Et une paire de jumelles, c'est assez facile à vérifier. Et ce qui pardonnera pas, c'est s'il y a eu un gros choc ou quoi, on va avoir perdu le parallélisme. Ça, on s'en rend compte tout de suite, ça. Alors, on s'en rend compte tout de suite à modulo. Un détail près, c'est que si on a une variation de parallélisme faible, le cerveau est capable de le compenser. Donc attention, si on regarde dans une paire de jumelles, c'est la notion que j'évoquais au départ, il faut avoir une sensation de confort. Si cette sensation de confort, on l'a pas, si on a l'impression que ça va nous donner un peu mal à la tête ou quoi, Ouais, il y a méfiance. peut-être un problème avec le parallélisme. Ok. Bon. Pour l'observation de la nature, il n'y a pas que des jumelles qu'on peut utiliser. Certains constructeurs, dont ceux dont on a parlé depuis le début de cette émission, proposent aussi des lunettes monoculaires qui ont la particularité de permettre de voir très très loin. D'ailleurs, certains petits malins ont détourné ces dispositifs et les utilisent tout simplement comme objectif photo. C'est ce qu'on appelle la digiscopie. On écoute le journaliste, photographe, naturaliste et ornithologue Bruno Dubrac nous expliquer comment ça marche. La digiscopie, c'est effectivement une technique de prise de vue qui consiste, alors pas vraiment à transformer, mais à utiliser une longue vue, voire une paire de jumelles, ou du moins un des oculaires d'une paire de jumelles, pour en faire un téléobjectif, sachant que cette longue vue forme une image sur son oculaire, généralement avec un grossissement important, de 20, 30, 40, 50, 60 fois. Et donc, dans le cas de photographie de faune, par exemple, cela permet d'observer les animaux. Et donc, on va photographier cette image formée sur l'oculaire avec un petit appareil photo qu'on appelle compact numérique, même s'ils sont moins nombreux aujourd'hui, ou encore, depuis peu, avec un smartphone. Ça permet d'obtenir des grandissements d'images très importants, souvent beaucoup plus que ceux qu'on obtient en photo classique avec un super téléobjectif, sachant qu'on peut avoir en équivalent focal, des focales de 1000, 1500, 2000, voire plus, donc des rapprochements très importants. Et ça permet sur le terrain, quand on est équipé déjà d'une longue vue, d'avoir en poche un simple petit compact numérique, un petit appareil léger, facile à transporter, ou son smartphone. Tout le monde a un smartphone maintenant, même les ornithos et les naturalistes. Et pendant l'observation, on sort de sa poche le petit appareil ou le smartphone, on le pose contre l'oculaire et on photographie l'image de l'espèce observée. C'est pratique, rapide. Ça n'a pas évidemment la qualité optimale qu'on aurait avec un matériel photo type réflexe ou hybride moderne parfaitement adapté à la photographie. Mais on fait avec ça des images souvenirs, voire des images d'observation d'espèces rares qui servent à la validation de ces observations. C'est une technique qui s'est développée à partir des années 2000 avec l'avènement des petits appareils photo numériques et qui a connu un très grand succès, qui s'est un petit peu réorienté depuis la disparition de nombre de petits compacts numériques au profit des hybrides qui sont plus gros. Mais c'est une technique très intéressante. Intéressante sur le plan financier puisqu'elle évite d'avoir à investir dans un équipement photo en complément d'un équipement d'observation de type longue vue, et surtout le poids, la facilité de transport, puisqu'en général, il est très difficile de pratiquer en même temps l'observation, de transporter une longue vue sur un trépied et à côté un équipement photo avec un super téléobjectif. Tout ça, la manipulation est très compliquée. Si on revient un peu à la thématique de l'observation, est-ce que rapidement, Jean-Luc, tu peux nous expliquer finalement la différence de sensation et d'usage, peut-être tout simplement, entre une paire de jumelles et une lunette? Pour moi, c'est assez complémentaire. On se retrouve facilement dans des situations où le sujet est lointain, il y a des espèces qu'il ne faut pas déranger, etc. Donc, dès qu'on est dans un contexte comme ça,
la lunette est vraiment avantageuse. Après, évidemment, c'est encombrant, etc. C'est là où une paire de jumelles stabilisées, ça peut être une alternative, Hmm. éventuellement à la lunette, si on veut malgré tout rester léger. Mais effectivement, c'est vraiment un complément. Enfin, moi, ça m'arrive d'aller voir, par exemple, les phoques en baie de Somme. Bah, on sait qu'il faut rester à 200, 300 mètres. Je ne sais plus quelle est la limite fortement recommandée, même imposée. Et là, bah, la lunette, c'est génial, quoi. On peut vraiment les regarder de près en grossissant 50 fois ou un peu plus. On en profite pleinement. Alors, quand on observe de jour, attention à une chose quand même. Il y a une chose, les gens qui sont habitués aux longues focales en photo, on se rend compte qu'au bout d'un moment, surtout si on est au-dessus d'une route goudronnée, il y a quelque chose qui va nous Ouais. limiter, c'est la turbulence atmosphérique. Les astronomes amateurs connaissent ça très bien, enfin professionnels encore plus, ils ont des télescopes encore plus gros. Et quand on regarde les étoiles, c'est pareil, ça bouge et c'est quelque chose qui va limiter la résolution. Donc si on est en plein hiver, qu'il n'y a pas de vent, qu'on est au-dessus de la neige, là, a priori, on va avoir peu de turbulence atmosphérique. Mais en journée, s'il fait chaud, Ok. notre grossissement risque d'être limité peut-être à 20 ou 30 fois à cause de cette turbulence atmosphérique. On pourra toujours grossir plus, mais on ne gagnera rien. Je voulais juste apporter une précision par rapport à ce que disait Bruno? Bruno Dubrac. Ouais. Quand on fait de la digiscopie, il est quand même intéressant de reprendre les conseils qu'on donnait sur les paires de jumelles. On parlait de notre pupille. Ce que j'ai dit sur la pupille de l'œil humain, c'est vrai pour la pupille d'entrée de l'appareil photo. Si on regarde sur un appareil photo compact, on a toujours des focales équivalentes, ça on s'en fout. Hmm. Il faut regarder sur l'objectif de l'appareil photo, on a sa focale réelle, qui va être par exemple 6 mm ouvert à Ouais, ouais. 1,8. Ça va nous donner la taille de la pupille d'entrée. On va faire 6 divisé par 1,8. Et si on a la pupille de De sortie sortie de de la la ju- lunette qui est plus petite, dommage, on va Ça ne perdre beaucoup de marcherait pas. lumière. Donc il faut penser à optimiser les deux, ou sur la lunette, si besoin, pourquoi pas zoomer pour ramener la pupille de sortie équivalente à celle de l'appareil photo. Donc il faut bien coupler les deux, et de plus en plus les gens vont utiliser des smartphones. Bah, si vous jouez à ça, partez plutôt sur un smartphone haut de gamme. Certains commencent à être relativement bien équipés en photo, mais ils vont quand même avoir des objectifs qui vont dans tous les cas rester très petits. Mais on comprend l'intérêt pour de la documentation ou de l'archivage de certaines espèces, etc. Par contre, en termes d'image, on peut être vite frustré. J'ai l'impression qu'on perd quand même le charme de la simple observation avec des jumelles via la digiscopie. Ah oui, oui, c'est sûr. Après, oui, c'est plus de la documentation, un souvenir. Mais bon, en fait, je donne ces précisions dans la mesure où on voit des gens qui en digiscopie font des choses incroyables, quoi, où c'est un peu moins à la mode. Enfin, on le sait, les compacts numériques se Bah, vendent d'ailleurs, moins, on parle encore etc. on parle encore de compact dans la capsule. Bon, c'est un temps qui commence à dater un petit peu, Voilà, hein, c'est c'est fini ça. ça. Et donc, ça reste. C'est pour l'histoire, Benjamin. C'est pour l'histoire. Mais l'air de rien, la digiscopie, on peut aussi la faire sur une paire de jumelles, hein. Je sais que Swarovski, notamment, vend un adaptateur pour mettre le smartphone derrière la paire de jumelles. C'est des choses qu'on peut faire comme ça pour garder un souvenir. Bon, ça rien, là, pour le coup, ça n'a rien à voir avec la qualité qu'on aurait avec un téléobjectif de 400 mm et plus et un vrai appareil photo. Bon. Allez, on va entrer maintenant un peu plus dans l'usage sur le terrain. Alors, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, Benjamin, dans nos nombreuses émissions qu'on a fait sur la photographie animalière. Une paire de jumelles est sans doute l'un des accessoires les plus importants d'un photographe de terrain féru de faune et de flore. On vous propose d'écouter le témoignage du photographe Adrien Coquel, qui gère le site Pose Nature pour apprendre la photo animalière, nous expliquer pourquoi. Alors une paire de jumelles, c'est hyper important pour la photographie animalière. Je dirais que, en termes de repérage, c'est 90 du boulot. En photographie animalière, on passe plus de temps à repérer les habitudes des animaux que vraiment à photographier et à faire des affûts. Et là, clairement, une paire de jumelles, c'est pour moi rapidement indispensable. Ça permet de faire du repérage facilement. C'est des objets qui sont beaucoup plus légers qu'un appareil photo et un gros téléobjectif, donc c'est beaucoup plus pratique de faire de l'observation de loin avec des jumelles qui seront légères et pratiques à utiliser plutôt que d'utiliser son appareil photo et son téléobjectif. Et clairement, faire de la photographie animalière sur des animaux très sauvages comme le renard, le cerf ou même le loup, il y a vraiment besoin de faire du repérage beaucoup plus en amont de la photographie. Et c'est là où la paire de jumelles est vraiment indispensable. Alors, je pense qu'il faut partir sur un modèle qui va être assez polyvalent. Généralement, les gens qui débutent vont plutôt chercher des très forts grossissements. Moi, j'aurais plutôt tendance à faire l'inverse pour garder un modèle qui va être assez compact, assez léger.
Par exemple, un grossissement de x10, je pense que c'est très largement suffisant. Le problème de partir sur des gros grossissements, c'est que déjà, comme je l'ai dit, ça va être très lourd et surtout en termes de vision, on va pas avoir une vision assez générale de la scène. Et donc, on peut louper certaines informations quand on est sur le terrain. Et surtout, si on a un très fort grossissement, on va aussi avoir des problèmes de tremblement au niveau de la vision. On va avoir la vision qui va vraiment trembler. Donc, c'est pas très agréable à utiliser. Après, il existe des jumelles qui ont une stabilisation interne, mais ça coûte plus cher. C'est aussi des modèles qui sont beaucoup plus lourds. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à partir sur un modèle assez compact, assez léger, avec un grossissement assez réduit. Mais surtout, le plus important, je pense, c'est d'avoir un gros diamètre au niveau des lentilles. C'est ça qui va permettre d'avoir une vision qui va être très claire et très agréable à utiliser. Parce que si on utilise des jumelles qui vont être très petites, on va pas avoir une vision assez très claire. Et surtout, avec les animaux sauvages, on est plutôt sur place très tôt le matin ou très tôt le soir ou très tard le soir, pardon, pour faire de l'observation. Et donc, avoir un gros diamètre, c'est vraiment un gros avantage sur le terrain. Jean-Luc, est-ce que tu pourrais nous donner des petits conseils pratiques pour voilà, un débutant qui s'est offert une belle paire de jumelles? Qu'est-ce qui peut s'amuser à essayer d'observer, de chercher dans la nature, voilà, sans être un grand expert du sujet? Alors, la première chose que je conseillerais à tous les gens, même qui ont déjà des paires de jumelles, je pense que 90% des gens qui ont des jumelles, si ce n'est plus, n'ont jamais regardé la Lune avec une paire de Ah, jumelles. bah oui. Affirmatif. je, je fais partie de ces gens-là. Si on vise la Lune, c'est intéressant d'essayer de se stabiliser là, sur un appui. Un appui tout simple, ça peut être un manche à balai. Là, on se pose sur le manche à balai. La Lune, on voit les cratères dessus, on voit plein de choses. Et c'est déjà étonnant, en fait, tout ce qu'on voit si on grossit 10 fois. Après, après, dans la nature, le plus simple, c'est de sortir et puis de se laisser guider, comme on l'évoquait au début, à l'oreille. Écouter les chants d'oiseaux, c'est quand même le plus facile quand on débute, avant d'aller taquiner le sanglier, le cerf ou le lynx, c'est encore plus difficile. C'est quelque chose qu'on peut faire en plein jour et ça peut être rigolo d'avancer avec sa paire de jumelles, de chercher l'oiseau et le trouver avec sa paire de jumelles et puis après d'associer le chant à l'oiseau. C'est comme ça qu'on peut apprendre. Ça peut être un truc super à faire avec des enfants aussi, hein, plutôt que de chercher des œufs de Pâques, on peut chercher les petits piou-piou. Ou alors on peut faire les deux, les œufs le matin, les piou-piou l'après-midi. Et quand on est devant un paysage gigantesque et qu'on cherche des choses à observer, alors soit quelque chose en particulier, soit de l'exploration finalement visuelle, il y a une technique de balayage à faire, on part en random, enfin je sais pas. Oui, on peut balayer en fait. Il peut y avoir des paysages dans lesquels des choses sont cachées, donc on peut faire un peu du chercher Charlie dans un paysage. Si on a des nids dans des arbres, etc., on peut trouver des choses comme ça. Il y a certains animaux qui sont discrets. Dans les observations originales qu'on peut noter aussi, il y a de plus en plus de paires de jumelles qui sont capables de faire la mise au point proche. Oui, on Et peut on presque peut faire de la macro visuelle quoi. carrément, il y a un modèle qui est rigolo là, c'est les Pentax Papillot. C'est un truc assez cheap, c'est entrée de gamme, Ouais. mais on peut faire la mise au point, je crois, à 50 cm. Tu peux répéter le nom du modèle? J'ai pas- Pentax Papillot. Bah écoute, ça porte bien Papillot. son nom Ah oui, quand c'est même. marrant. Ouais, Du coup. Ouais. oui, c'est vraiment une logique macro qu'on peut vraiment se rapprocher et regarder les insectes un peu comme si on avait une loupe binoculaire portable. Ça, c'est un truc vachement rigolo et c'est une paire de jumelles qu'on peut avoir en plus. Je n'ai pas le prix en tête et puis il y a différents modèles, mais Ouais. on est quelque part vers 100, 200 euros. C'est vraiment une paire de jumelles sympa à avoir. Et dans les paires de jumelles plus haut de gamme, l'une des guerres entre les fabricants, c'est de faire une mise au point de plus en plus proche. Et on est souvent autour de 2 mètres, voire moins, l'air de rien. À 10 Ouais, fois, si on est à 2 mètres, grave. on peut regarder un scarabée ou quelque chose comme ça, sans le déranger, ou des abeilles, on n'a pas envie de se faire piquer, etc. Puis là, on quoi. détache bien le sujet de l'arrière-plan. Dis donc, 2 mètres, oui, c'est Ouais. c'est Donc c'est c'est peu, des, finalement. c'est des observations auxquelles on pense pas forcément, et c'est pas le Mhm. premier usage des paires de jumelles, mais c'est quelque chose qu'on peut faire de plus en plus. Alors, bon, on le comprend assez bien, hein, c'est pas toujours évident de réussir à observer des animaux sauvages dans la nature avec des jumelles et en particulier des oiseaux. Alors, soit il faut les trouver dans les arbres, mais on peut essayer aussi de vouloir les observer en plein vol. Euh, on s'est entretenu avec Guilhem Le Saffre, qui est un ornithologue de renom et l'actuel administrateur de la Ligue
pour la protection des oiseaux, la LPO, qui signe les préfaces d'ailleurs de l'ensemble des livres de la collection des oiseaux, édités par l'atelier EXB. Il nous donne de précieux conseils d'observation. On l'écoute. Alors, on me demande souvent comment faire pour observer les oiseaux. La réponse est extrêmement simple. C'est à la portée de toutes et tous. Ça peut se pratiquer n'importe où parce qu'il y a des oiseaux partout. Alors évidemment, en pleine nature, il y a plus d'opportunités, mais même dans un jardin urbain, on peut réaliser d'excellentes observations. Par conséquent, la question du lieu ne se pose pas vraiment. Bon, il est évident qu'entre un square du fin fond d'une ville et une réserve dédiée à l'ornithologie, il y aura une différence. Mais on peut arriver à trouver des choses quand même sympas un petit peu partout. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième question, c'est quand? Alors quand? Tout au long de l'année, parce que les oiseaux sont toujours là, ce ne sont pas toujours les mêmes, mais ils sont bien là. Mais il y a une petite précision à donner, c'est de se lever tôt. De se lever tôt. Pourquoi? Parce que les oiseaux, eux aussi, se lèvent tôt et on améliore les chances de les voir si on est un peu après le lever du soleil ou juste avant, enfin ça dépend de la nuit qu'on a passée, mais le plus tôt est le mieux pour voir le mieux possible les oiseaux. J'ajoute qu'ils sont très actifs le matin, on les entend beaucoup aussi, donc ça permet de les repérer. Par conséquent, c'est une très très bonne période. Alors, les 3 vertus cardinales pour l'observation des oiseaux, bon, il y en a peut-être plus, mais enfin on peut en retenir 3 facilement, c'est la patience, la discrétion et l'attention. Alors la patience, oui, parce que les oiseaux font pas exactement ce qu'on veut. Par conséquent, il faut savoir que peut-être que pendant quelques dizaines de minutes, on ne verra rien ou rien de nouveau. Mais je dirais que si on consacre une bonne heure à une séance d'observation, il y a quand même de très fortes chances pour qu'on voit quelque chose dans de bonnes conditions. La discrétion, là, ça dépend un petit peu du milieu. Si vous êtes dans un jardin urbain, par exemple, il n'y a pas besoin d'être particulièrement discret parce que les oiseaux sont habitués au passage du public. En revanche, évidemment, en pleine campagne, là, la distance de fuite des oiseaux est supérieure. Par conséquent, il va falloir être discret. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, marcher lentement, et évidemment ne pas parler, ne pas faire de gestes brusques, et puis profiter un petit peu des opportunités du terrain, comme par exemple un tronc d'arbre, une barrière, un buisson, pour se mettre un petit peu en planque, comme on dit quelquefois dans les films, de manière à surprendre les oiseaux en étant plus discret. Et puis l'observation, c'est-à-dire qu'il faut avoir l'œil et l'oreille aux aguets, il faut être super concentré, bien regarder autour de soi, balayer sans arrêt le paysage et se laisser guider par les petits mouvements qu'on va voir, un oiseau qui traverse, un chant qu'on entend. Jean-Luc, est-ce que tu as des beaux souvenirs d'observation que tu pourrais nous raconter? Sur les oiseaux, moi, le plus beau que j'ai vu, c'était au Chili, sur l'île de Chiloé. Il y a des rayadors ou des bec-ciseaux en français. C'est des oiseaux qui pêchent en ayant le bec ouvert et le bas du bec raye l'eau. D'où le terme rayador. Ils chopent les poissons comme ça. Et j'avais été observé avec Guillaume Blanchard, qui est co-auteur du livre. Il travaille là-bas au Chili. Et il avait sympathisé avec un amateur d'oiseaux de l'île et il nous a dit vous allez à tel endroit, 19h tous les soirs, ils sont là. Et effectivement, ils étaient là. Et les voir en couple comme ça, chasser, à voler d'une façon gracieuse, avec une lumière de soleil couchant, en train de rayer l'eau, mais j'en ai des frissons en en parlant, quoi. C'est plus beau que tout. Et ça suffit à ton bonheur, le fait de les observer comme ça, tu ressens pas le besoin de déclencher pour le coup? Ah si, je suis un peu photographe oui, je les ai photographiés évidemment. Et là, tout casse. Après, le mythe tombe. Moi, je croyais qu'on pouvait se nourrir d'observations. Après, j'aime bien cette scène, j'ai oublié le nom du film, avec Sean Penn, où c'était avant que C'est Vincent... Walter Mitty. Voilà, ouais. La vie rêvée de Walter Mitty. Alors lui, il n'utilise pas des jumelles, il utilise son Nikon pour le coup, pour observer la Ce qui panthère est des fun, neiges. c'est qu'à la fin, il finit par trouver la panthère et putain, il la photographie pas. Ouais. Il en profite. Il dit celle-là, elle est pour moi. Il faut savoir faire ça, mais je sais mal le faire, je dois avouer. Bon. On va conclure cette discussion là-dessus. Merci beaucoup Jean-Luc pour tout ce que tu nous as
raconter. C'était passionnant. C'est un domaine que moi et Benjamin, on connaissait peu, mal. Et là, du coup, on est presque devenus des experts, mon cher Qu'on Benjamin. pratique beaucoup sans le connaître. Oui, enfin moi, je Ce qui est le pratique cas de surtout beaucoup de les choses, jumelles finalement. dans le coffre de ma voiture, parce qu'ils ne sortent jamais. À chaque fois, je me dis, il faut que je les prenne, il faut que je les prenne. Je les ai toujours avec moi, mais je les prends jamais. C'est pour ça qu'il en faut plusieurs tailles. Comme tout, Ouais. comme les sacs photos, comme les appareils. Ah, les 10-25 notamment dans la poche, c'est bien.